Bonsoir, 20h30 sur France Culture, l'heure de retrouver le feuilleton. Cette semaine, en direct de la Maison de la Radio, pages arrachées à la correspondance de Tolkien. Un choix de texte de Vincent Ferré, réalisé par Jacques Taroni. Une découverte de l'écrivain britannique Tolkien à travers sa correspondance. Car si tout le monde a entendu parler du Seigneur des Anneaux, qui connaît vraiment son auteur ? S'il est bien question dans ce feuilleton du grand cycle de la Terre du Milieu, ce choix de lettres de Tolkien entend dépasser une certaine image d'Épinal, celle d'un auteur de fantasy uniquement préoccupé par des mondes imaginaires. Il s'agit toute cette semaine de dévoiler la cohérence de son œuvre jusque dans ses textes les moins connus. Cohérence qui entendait utiliser le merveilleux et le conte de fées pour saisir la réalité intangible de notre monde. Page arrachée à la correspondance de Tolkien. En direct du studio 110. Texte choisi et présenté par Vincent Ferré. Lu par Jérôme Kircher. Tolkien n'a jamais rien calculé. Il écrivait pour lui, pour ses enfants. Il inventait des histoires pour ses enfants. Roverandom a été publié par la suite, les lettres du Père Noël, le Hobbit, mais ce sont presque des accidents. Et également pour lui-même et en souvenir d'un serment qu'il avait fait à des amis qui sont morts à la guerre, pendant la Première Guerre mondiale, à laquelle dont il a réchappé par miracle, en fait. Il écrivait des poèmes d'inspiration médiévale, anglo-saxonne, et il a d'abord écrit pour lui avant qu'un éditeur s'intéresse au Hobbit et passe commande, si on veut, du Seigneur des Anneaux. Et Tolkien a essayé à la fois d'honorer sa promesse, son contrat, et d'être fidèle à sa conception qu'il avait de la littérature. Et très souvent, lorsqu'il écrivait un poème, par exemple de 4000 vers, il le laissait de côté pour réécrire une version en prose. C'est vraiment un développement permanent d'une œuvre monde dont les écrits en fait prennent place sur des milliers d'années que compte ce monde inventé, la chronologie de ce monde inventé. Et Tolkien n'a pas particulièrement cherché, sauf à des moments clés de sa vie, dans les années 50 par exemple, à faire paraître son œuvre. Aujourd'hui, l'œuvre monde. Le détour par les lettres personnelles de Tolkien, qui montre le rôle joué dans la naissance de l'œuvre par des proches qui ont été ses premiers lecteurs, permet de revenir à l'œuvre. Vont être évoquées ici la naissance du récit pour enfants paru en 1937, Le Hobbit, son rapport avec la conception que Tolkien se faisait de la littérature de jeunesse, mais aussi la nouvelle Feuille de Nigel, reflet de la création et de ses risques. Dans cette lettre adressée à Auden le 7 juin 1955, Tolkien évoque la jeunesse du Hobbit, son premier récit publié presque par accident à la demande d'un éditeur, alors qu'il se consacrait depuis 20 ans à l'écriture des légendes elfiques du Silmarillion. Tout ce dont je me souviens à propos de la naissance du Hobbit, c'est que je corrigeais alors des copies du certificat d'études, usé comme chaque année par cette éternelle besogne infligée aux universitaires impécunieux qui ont des enfants. Sur une page blanche, j'ai griffonné « Dans un trou vivant, vivait un hobbit », sans savoir pourquoi, aujourd'hui encore. Je n'en ai rien fait pendant longtemps, et pendant des années, cela n'est pas allé plus loin que la réalisation de la carte de Tror. Mais c'est devenu le Hobbit au début des années 30. Avant d'être finalement publié, non en raison de l'enthousiasme de mes propres enfants, même s'ils l'appréciaient bien, mais parce que je l'ai prêté à celle qui était alors la révérende mère de Sherdwell Hedge, alors qu'elle avait la grippe. Le Hobbit a, je crois, été testé sur le fils de l'éditeur Stanley Unwin, sans qui, une fois devenu adulte, je pense que je n'aurais jamais pu faire paraître Le Seigneur des Anneaux. En raison du succès du Hobbit, on a demandé une suite, et les anciennes légendes elfiques ont été refusées. Un lecteur de l'éditeur a estimé qu'elles contenaient trop de ce type de beauté celtique qui, à forte dose,
rend fou les anglo-saxons. Sans doute à juste titre. En tout cas, j'ai moi-même constaté la valeur des hobbits en plaçant de la terre sous les pieds du romance et en proposant des héros dignes de plus d'éloges que les héros professionnels. Break of dawn, I feel as if my body has returned. Time for heading home together, still alone. Motionless, I memorize the beautiful burning. Commencé en 1916-1917, les légendes elfiques ne seront jamais publiées du vivant de Tolkien. En décembre 1937, débute l'écriture du Seigneur des Anneaux, paru 17 ans plus tard, en 54-55, lorsque Tolkien aura trouvé un point d'équilibre entre la demande de son éditeur, sa conception du merveilleux et son goût pour les légendes anciennes. Malgré tout, je n'étais pas prêt à écrire une suite dans le sens d'une autre histoire pour enfants. J'avais commencé à réfléchir aux contes de fées et à leur rapport avec les enfants. Et j'en ai intégré quelques conclusions dans une conférence à St. Andrews que j'ai fini par développer et publier dans un essai sur les contes de fées. Ayant exprimé l'idée que le rapport établi par l'esprit moderne entre les enfants et les contes de fées est erroné et fortuit et nuit aux histoires en elles-mêmes comme aux enfants, j'ai voulu essayer d'en écrire une qui ne soit pas du tout destinée aux enfants, les enfants en tant que tels. Et je voulais également une grande toile. Ça a naturellement demandé beaucoup de travail, car je devais établir un lien avec le Hobbit, mais davantage encore de travail pour ce qui concernait l'arrière-plan mythologique. Et ça devait être également réécrit. Le Seigneur des Anneaux n'est que la partie finale d'une œuvre presque 2 fois plus longue à laquelle j'ai travaillé entre 36 et 53. Je désirais que tout cela fût publié dans l'ordre chronologique, ce qui s'est avéré impossible. Et il fallait aussi s'occuper des langues. Si j'avais pris en considération mon propre plaisir plutôt que l'appétit des lecteurs potentiels, il y aurait eu beaucoup plus d'elfique dans le livre. Mais même les bribes qui s'y trouvent demandaient pour avoir un sens 2 systèmes phonologiques et 2 grammaires organisées, ainsi qu'un lexique développé. Tolkien précise ensuite la place des hobbits dans le récit, eux dont le pays d'origine apparaît au début du cycle comme à l'écart des grands événements qui se déroulent en Terre du Milieu, sans pour autant être un Éden. Car ils ont échappé à l'attention des grands ou des peuples civilisés qui possèdent des archives, et ils n'en ont pas eu eux-mêmes, mis à part de vagues traditions orales, jusqu'à ce qu'ils quittent les lisières de la forêt noire, fuyant l'ombre et errent vers l'ouest, entrant ainsi en contact avec les derniers vestiges du royaume de l'Armor. Les hobbits sont bien entendu vraiment conçus comme une branche du peuple spécifiquement humain. Ce ne sont ni des elfes, ni des nains. Par conséquent, les 2 espèces peuvent vivre ensemble et sont simplement dénommés les grandes gens et les petites gens. Ils sont totalement dépourvus de pouvoirs non humains, mais ils sont présentés comme étant davantage en contact avec la nature, le sol, les autres êtres vivants, les plantes, les animaux, et inhabituellement pour des humains, dénués d'ambition ou de cupidité. Leur petitesse, un peu plus de la moitié de la taille humaine, mais ils rétrécissent au fil des ans, s'explique en partie par la volonté de démontrer la médiocrité de l'homme, du pur esprit de clocher, exempt d'imagination. Et surtout de mettre en évidence chez des créatures dotées d'un très faible pouvoir physique, l'héroïsme étonnant et inattendu des hommes ordinaires
quand il le faut. La comté est leur principale colonie, dont tous les habitants sont des hobbits, où une vie ordonnée et civilisée, quand bien même simple et rurale, est préservée. Elle constituait à l'origine les terres agricoles, les forêts du domaine royal de l'Arnor, qui furent accordées comme fiefs. Mais le roi, auteur des lois, a depuis longtemps disparu, sauf dans les mémoires, quand on commence à entendre parler de la comté. C'est en l'année 1341 de la comté que Bilbo le Hobbit, héros de ce récit, entreprend son aventure. Ya hei, ya hari, ya hoi. Laureline Doréan, Linde Lorendor, Malinor Ornelion, Orne et Maline. Archnaz, Durbatuluk, Archnaz, Limbatul, Archnaz, Rakatuluk, Archnaz, Izi, Rim, Ya hei, ya hari, ya hoi. Dans cette histoire, qui n'a pas besoin d'être prise ici, l'hobbitude et la situation hobbit ne sont pas expliquées, mais vont de soi. Et le peu qui est dit sur leur histoire l'est sous la forme d'allusions fortuites, comme à quelque chose de connu. L'ensemble de la politique mondiale est bien entendu présent dans mon esprit et il y est également fait allusion de temps en temps. Elrond, par exemple, est un personnage important, même si sa respectabilité, ses grands pouvoirs et son ascendance sont partiellement tus et non révélés complètement. Il y a des allusions à l'histoire des elfes, à la chute de Gondolin, etc. Les ombres et les maléfices de la forêt noire constituent, sur un mode de conte de fées atténué, l'une des parties majeures de l'aventure. Sur un seul point, cette politique mondiale joue un rôle dans le mécanisme de l'histoire. Gandalf, le mage, est appelé au loin pour des affaires importantes, pour essayer de s'occuper de la menace que constitue le nécromancien, et laisse ainsi le hobbit seul au milieu de son aventure, sans aide ni conseil, le forçant à se débrouiller et à devenir héroïque à sa façon. La différence, globalement, du ton et du style adopté pour le Hobbit est due au fait qu'au moment de la Genèse, j'ai considéré ce récit comme de la matière extraite du grand cycle, susceptible d'être traité comme un conte de fées destiné aux enfants. Je pense maintenant que, même d'après ce postulat, certains détails dans le ton et dans le traitement sont des erreurs. Mais je ne voudrais pas apporter trop de modifications, car en somme, c'est une étude de l'homme simple et ordinaire, ni artiste, ni noble ou héroïque, mais non dépourvu de germes de tout cela, qui évolue dans un contexte sublime. Et d'ailleurs, comme l'a observé un critique, le ton et le style changent à mesure que progresse le Hobbit, passant du conte de fées au registre noble et sublime, avant de retomber avec le retour du Hobbit. La quête du dragon, thème principal du récit même du Hobbit, est tout à fait en marge du cycle général et accessoire, et ne lui est principalement connectée que par le biais de l'histoire des nains, qui n'est à aucun moment centrale dans ces récits, bien qu'elle soit souvent importante. Mais au cours de la quête, le Hobbit entre en possession apparemment par accident d'un anneau magique, dont le principal et seul pouvoir immédiatement évident est de rendre invisible son porteur. Bien que dans ce récit ce soit un accident imprévu et ne faisant absolument pas partie d'aucun plan concernant la quête, il se révèle essentiel à la réussite de l'entreprise. À son retour, le Hobbit, qui a gagné en clairvoyance, en sagesse même s'il garde son parler, conserve l'anneau comme un secret personnel.
À qui est destinée l'œuvre de Tolkien si elle contient des récits pour enfants comme Le Hobbit et des romans pour adultes comme Le Seigneur des Anneaux? 2 lettres permettent de répondre à cette question. Dans la première, Tolkien s'explique sur le changement d'écriture entre Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux, dû à l'évolution de sa conception des contes de fées. Lettre à Walter Allen du New Statesman, avril 1959. Lorsque j'ai publié Le Hobbit, dans la précipitation et sans l'attention requise, j'étais encore influencé par la convention qui veut que les contes de fées sont naturellement destinés aux enfants, avec ou sans l'ajout de la plaisanterie stupide de 7 à 77 ans. Et j'avais moi-même des enfants. Mais le désir de m'adresser à des enfants n'avait rien en soi à voir avec l'histoire en elle-même, ou avec la nécessité de l'écrire. Il a cependant eu des effets malheureux sur le mode d'expression et la méthode narrative que j'aurais corrigé si je n'avais pas été aussi pressé. Les enfants intelligents, possédant un goût sûr, il semble y en avoir un certain nombre, ont toujours distingué, comme des faiblesses, je suis heureux de le dire, les moments où le récit s'adresse directement aux enfants. J'avais pris le temps de réfléchir bien davantage à cette question avant de commencer à composer Le Seigneur des Anneaux. Et cette œuvre n'était pas destinée spécialement aux enfants ou à une autre catégorie de gens, mais à tous ceux qui aiment les longues histoires passionnantes, d'un genre que naturellement j'aime personnellement. En mitt auma hjarta tetur. La 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 la. Au long de la rivière, noire et rapide, retournez aux terres que vous connûtes un jour. Quittez les salles et les cavernes profondes, quittez les monts escarpés du nord, où la forêt vaste et obscure descend dans l'ombre grise et lugubre. Flottez au-delà du monde des arbres, dans la brise murmurante. Par-delà les joncs, par-delà les roseaux, par-delà les herbes ondoyantes du marais, au travers de la brume qui s'élève blanche, du lac et de l'étang la nuit. Suivez, suivez les étoiles qui montent dans les cieux froids et escarpés. Tournez-vous quand l'aurore s'étendra sur la terre, sur les rapides, sur les sables, vers le sud et vers le sud. Cherchez le soleil et le jour, de nouveau vers les pâturages, de nouveau vers les prairies, où les baies se gonflent et s'emplissent sous le soleil, sous le jour. Vers le sud et vers le sud, au long de la rivière noire et rapide. Retournez aux terres que vous connûtes un jour. On comprend alors l'origine d'un malentendu sur cette œuvre. Le succès du Hobbit, qui s'est rapidement imposé comme un classique de la littérature de jeunesse, a orienté l'accueil du Seigneur des Anneaux, paru 17 ans plus tard, et modelé la figure de son auteur dans l'esprit de certains lecteurs. Son œuvre est pourtant extrêmement variée puisqu'elle contient des essais sur la littérature médiévale et sur le merveilleux, des poèmes, un dialogue dramatique d'inspiration médiévale proposant une méditation sur la guerre, une réécriture poétique des légendes nordiques de Sigurd, ainsi que des réécritures de la matière arthurienne. Sans compter les milliers de pages consacrées à la Terre du Milieu sous forme de récits ou de poèmes, autant de textes édités et présentés depuis les années 70 par son fils Christopher Tolkien, textes animés par une réflexion permanente sur la création et la fiction. En témoigne la nouvelle Feuille de Nigel, image de l'artiste à l'œuvre et du danger de ne pas finir. Dans une première lettre, Tolkien explique qu'il ne compose d'ordinaire qu'avec grande difficulté et en réécrivant sans cesse. Pour Feuille de Nigel, étrangement, il dit « Je me suis réveillé un matin, avec en tête cette chose étrange, presque achevée. Il n'a fallu que quelques heures pour la mettre par écrit, puis la recopier. Je n'ai, que je sache, jamais pensé à cette histoire, ni ne l'ai composée au sens ordinaire du terme.
La lettre suivante, adressée à sa tante Jane Neave en septembre 1962, évoque le goût de Tolkien pour les arbres, qui l'amène à parler en termes vifs d'une voisine qu'il considère pourtant comme une femme formidable et courageuse. Il y avait un très grand arbre, un immense peuplier avec de vastes branches que je pouvais voir de ma fenêtre, même lorsque j'étais dans mon lit. Je l'aimais beaucoup et je me souciais de lui. Il avait été sauvagement mutilé quelques années auparavant, mais de nouvelles branches avaient courageusement repoussé, sans toutefois qu'elles aient bien entendu la grâce sans défaut de son être naturel d'avant. Et voilà qu'une voisine, folle, s'est mise à faire campagne pour le faire abattre. Tout arbre a son ennemi. Peu d'entre eux ont un défenseur. Trop souvent, la haine est irrationnelle, peur de ce qui est grand, vivant, et que l'on ne peut soumettre ou détruire facilement, même si cette haine peut se revêtir de termes pseudo-rationnels. Cette folle disait qu'il coupait sa maison et son jardin de la lumière du soleil, et qu'elle craignait pour sa maison si un grand vent le faisait jamais tomber. Il se trouvait à l'est de sa porte d'entrée, de l'autre côté d'une large route, à une distance presque 3 fois supérieure à sa hauteur totale. Et bien sûr, je me souciais aussi, moi, de mon arbre intérieur à moi, le Seigneur des Anneaux. Il se développait sans contrôle et révélait sans cesse de nouveaux aperçus. Et je voulais le terminer. Mais le monde était menaçant. Et j'étais complètement bloqué, quelque part aux environs du chapitre 10, et je ne savais pas comment continuer. C'est seulement lorsque Christopher m'a été enlevé et envoyé en Afrique du Sud s'entraîner dans la Royal Air Force que je me suis obligé à écrire le livre 4, qui lui a été envoyé par bout. Nous étions en 1944. Je n'ai achevé le premier jet qu'en 1949, où je me rappelle avoir taché les pages de mes larmes tandis que j'écrivais. J'ai ensuite tapé moi-même l'ensemble de cet ouvrage, ces 6 livres, puis une nouvelle fois, lors de sa révision, pour l'essentiel sur mon lit, dans le grenier de la minuscule maison mitoyenne dans laquelle la guerre nous avait exilés, chassés de la maison dans laquelle ma famille avait grandi. C'était Pages arrachées à la correspondance de Tolkien, en direct du studio 110. Texte choisi et présenté par Vincent Ferré. Lu par Jérôme Kircher et Odile Grosset-Grange. Et les voix de Samuel, Paul et Anna. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Équipe de réalisation, Claire Levasseur, Pierre-Henry, Lise-Marie Barré et Jacques Taroni. La correspondance de Tolkien est parue aux éditions Bourgois dans une traduction de Delphine Martin et Vincent Ferré. Vous pouvez réécouter et podcaster le feuilleton sur franceculture.fr.